ou certains streptocoques entéropathogènes ou des colis pathogènes qui vont coloniser donc ce qu'on appelle les entéropathogènes de bactéries, endotoxines de Bacteroides fragilis, qui vont préparer l'inflammation de la muqueuse colique, qui sont médiées par les TH17 par exemple. Et donc, ils vont, via les cellules dendritiques du système immunitaire, favoriser la production de défensines, de calprotectines, de lipocaline, qui sont normalement sécrétées par la muqueuse colique, mais qui deviennent toxiques pour la muqueuse. Donc, ça va devenir des bactéries passagères, second messager, si vous voulez, qui vont faire le lit d'un adénome. Sur les derniers travaux, ça a moins de 2 ans. En fonction de la génétique de l'hôte, vous aurez donc ces bactéries passagères qui vont favoriser l'apparition de colonisateurs tertiaires, et ce sont des bactéries opportunistes parce qu'il y aura une diminution des acides gras à chaîne courte comme le butyrate, le propionate, l'acide acétique. Lorsqu'on a une baisse de butyrate, vous avez une augmentation de l'inflammation de la muqueuse digestive et vous allez initier au début un adénome et les bactéries opportunistes vont attaquer la muqueuse, favoriser. C'est ce qui se passe dans le cancer de l'estomac avec Helicobacter pylori par exemple. Tu peux traduire en gros. Hein. C'est la plus difficile à faire passer assez facile. Entonces, se sabe, hay una hipótesis, vamos a pasar a probióticos, hay una hipótesis de la secuencia de los colonizadores bacterianos en el cáncer de colon. Empezamos por una colonización de bacterias como de especies de Streptococcus o Bacteroides fragilis, que van a producir una serie de toxinas y entonces van a estimular la producción de células TH17 con interleucina 17 y estimuladas por células dendríticas. Entonces estas van a secretar una serie de beta-defensinas, calprotectinas y lipocalina 2 que van a tener un efecto tóxico para la mucosa a largo plazo. En un segundo estadio van a haber unas bacterias pasajeras que harán el nido para una proliferación bacteriana y esto se aprovechará para unas bacterias oportunistas que van a disminuir la producción de ácidos grasos de cadena corta como por ejemplo el butirato y esto va a aumentar la inflamación todavía más y se va a atacar la mucosa. Entonces esto es similar a lo que ocurre en el estómago con el Helicobacter pylori. Y esto hace solo 2 años que se ha determinado esta... Alors les probiotiques, comment ils agissent au niveau de la muqueuse digestive? Donc, vous avez la bordure en brosse avec du mucus. Vous avez ici les cellules de l'immunité, les cellules dendritiques, les cellules M qui produisent les plaques de Peyer. Donc voilà comment ça marche. Vous avez donc une production de substances antimicrobiennes contre les pathogènes. C'est votre probiotique qui va favoriser la production d'acides organiques, qui va favoriser la production d'anticorps qui s'appellent les IgA sécrétoires, qui va stimuler l'immunorégulation, notamment l'activité défensive, réduire l'activité défensive, ce sont des défensines des muqueuses, et qui va produire des enzymes, notamment des acides gras à chaîne courte aussi. Sí, entonces aquí vemos la acción de los probióticos, se basa en la actividad de las células dendríticas, las células M de las placas de Peyer. Entonces cuando llegan los patógenos o en este caso hay probióticos que van a ocupar su lugar, hay una producción de sustancias antimicrobianas, hay una producción de ácidos orgánicos alrededor de los probióticos y una producción de IgAs. Entonces estas IgAs va a haber una inmunoregulación y una producción de defensinas y en cuarto lugar una producción de enzimas, por ejemplo la beta-galactosidasa. Alors les probiotiques, globalement on ne donne pas de probiotiques au décours ou d'allo ou d'autogreffe parce qu'il y a un risque de translocation bactérienne sur un côlon axénique, c'est-à-dire qu'il n'a plus de gènes.
et pas de stimulation au niveau des effecteurs de l'immunité intestinale en fonction du statut TH17, CD25, ce sont les T-régulateurs, sans bilan immuno-inflammatoire intestinal. Entonces no se dan probióticos durante una alo o autotransplante en un colon axénico que carece de gérmenes por un riesgo de translocación bacteriana, y tampoco se estimulan los TH17 y CD25 sin haber hecho un control por análisis sanguíneo inmunoinflamatorio intestinal. Alors ça c'est pour les probiotiques, les oméga 3. Beaucoup de travaux sur les oméga 3 qui ont montré qu'il y avait une augmentation de la sensibilité des cellules cancéreuses aux anthracyclines si les membranes cellulaires étaient enrichies en DHA, qu'il y avait une chimiosensibilité des tumeurs mammaires de rats par exemple, qui est augmentée par l'enrichissement de leur diète en DHA, identique pour la radiothérapie. Dans une chimio néoadjuvante de cancer du sein, c'était plus efficace chez les patients dont le tissu adipeux était riche en DHA versus celles qui étaient pauvres en DHA. C'est les travaux de Bougnou. Je vais passer à la suivante. Non, je vais passer à la suivante, il ne faut pas faire toutes les diapos. Et après, voilà. Le DHA, si vous voulez, augmente les phospholipides membranaires. Il y a une peroxydation lipidique liée au stress oxydant de la chimiothérapie qui provoque la mort cellulaire. Au niveau des cellules endothéliales, vous avez une augmentation de la perméabilité vasculaire qui favorise l'oxygénation et l'accessibilité des cytotoxiques aux sites tumoraux. Et la néoangiogénèse diminue le taux de DHA. Peut-être revenir là-dessus. Entonces empiezo sobre los estudios que han mostrado diferentes beneficios del DHA. El primero es que el DHA da una mayor sensibilidad a las quimioterapias con antraciclinas si las membranas de las células están enriquecidas en DHA. El segundo estudio muestra que hay una sensibilidad en los tumores mamarios, de los tumores mamarios de bazo, aumentada porque sí se enriquece la dieta en DHA, incluso para radioterapia también. La quimioterapia neoadyuvante en cáncer de pecho es más eficaz en los pacientes donde el tejido adiposo es rico en DHA versus aquel que son pobres en DHA. También los ácidos grasos poliinsaturados aumentan, cuando se aumenta en fosfolípidos membranarios, se ve que aumenta la eficacia de la quimioterapia. También la peroxidación lipídica y el estrés oxidante de la quimioterapia sobre la particular interacción sobre la mutación peroxidasa aumenta la muerte celular. Y al final es cuando hay ácidos grasos poliinsaturados en células endoteliales, aumenta la permeabilidad a la oxigenación y accesibilidad a los citotóxicos en los sitios tumorales, y por último disminuye la angiogénesis. El nivel de DHA disminuye. On va finir sur le DHA avant la pause. Voilà. Par exemple, les travaux de Bougnou, il y a une étude multicentrique en France actuellement sur l'emploi du DHA dans les cancers du sein, dont le critère objectif c'est d'augmenter de 20% la survie globale au bout de 4 mois avec l'emploi du DHA avec la doxorubicine. Par exemple, la doxorubicine seule, vous avez 50% de survie de cellules cancéreuses. Si vous mettez de la doxo avec du DHA, il y a déjà plus que 30% de survie cellulaire. Et si toujours doxo DHA, vous avez l'alpha-tocopherol redox qui devient pro-oxydant avec de l'alpha-tocopherol, vous n'avez plus que 10% de cellules cancéreuses en survie. On donne en pratique dans ce protocole 1,8 g de DHA de J-8 à J1, c'est-à-dire une semaine avant la cure de chimio, par exemple dans le FEC, je propose ça, à peu près 1,5 g à 2 g de DHA la semaine qui précède la chimiothérapie et le jour de chimio. Entonces se ha hecho un estudio por Bougnou en el que se ha visto que es un estudio que busca aumentar de 20% la supervivencia global en unos 4 meses. Se ha visto que la doxorubicina sola
la supervivencia de las células cancerosas es de un 50%. Cuando se añade DHA, la supervivencia de las células cancerosas solamente baja a un 30%, y cuando se usa la doxorubicina y DHA con una oxidación, ya que el alfa-tocoferol redox se convierte en un prooxidante, solamente es de un 10%. En la práctica se da 1,8 gramo de DHA de una semana antes de la quimio y el día de la quimio, de día -8 a día 1. Si vous voulez, c'est la façon de faire, l'objectif c'est de rendre plus chimiosensibles les cellules et de diminuer la toxicité cardiaque des anthracyclines en donnant de la DHA avant. Entonces se busca aumentar la quimiosensibilidad de las células tumorales y disminuir la toxicidad cardíaca de las antraciclinas. Alors il y a un petit bémol parce que l'étude de l'université de Louvain, de l'équipe de Roudart, a montré que par exemple des cellules souches mésenchymateuses pouvaient être activées par des analogues des sels de platine qui sécrètent des facteurs induisant la chimiorésistance, par exemple à d'autres cytotoxiques, notamment par une sécrétion endogène d'acides gras polyinsaturés, ça s'appelle les PIFA en anglais, eux-mêmes qui sont inhibés par des inhibiteurs de coxin et de thromboxane. Et l'EPA, donner de l'EPA ou des oméga-3 en général, induirait la chimiorésistance en augmentant la production endogène de cellules souches mésenchymateuses. Quand il y a une chimio à base de sel de platine, on ne donne pas d'oméga-3. Sinon, vous activez la chimiorésistance. Vous voyez, c'est pas simple. Je vous ai dit que c'est bien, et là, je viens de vous dire, ah non, il ne faut pas. Sí, entonces es muy importante saber que no, al final que no se deben dar omega 3 si se usa tratamiento de sales de platino, ya que se ha mostrado en un estudio de Louvain por Rudar que las células madre mesenquimatosas se activarán por análogos de sales de platino, secretando factores que inducen una quimioresistencia de tipo paracrino, es decir, una secreción endógena de PIFAs a otro, y entonces esta resistencia será cruzada con otros agentes, por ejemplo el 5-fluoracilo, liginotocan, paclitaxel o la doxorubicina, y se opondrán a la apoptosis tumoral, es decir, que no se dan omega 3 con tratamientos con sales de platino. Pause. Parce que c'est une protéine de stress, alors pause. Vamos a empezar a continuar y acabar. On était resté au système de protection cellulaire avec, on avait vu les systèmes non enzymatiques, vitamine E, C, les caroténoïdes, les systèmes enzymatiques, superoxyde dismutase, catalase, glutathion, etc. Et les protéines qui sont oxydées vont produire des dysfonctionnements cellulaires, notamment l'ADN oxydé peut muter et avoir des mésappariements avec des difficultés de réparation au niveau du matériel génomique. Et ce sont les protéines oxydées sont éliminées ou réparées par des HSP, ce qu'on appelle les heat shock proteins, ces protéines de stress, c'est mal traduit par protéines de stress. Entonces vemos aquí los sistemas de protección celular, los no enzimáticos, como los que hemos visto con las vitaminas E, C, carotenoides, los enzimáticos, con la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, y vemos también la gestión de los lípidos peroxidados del ADN oxidado que provocan disfuncionamientos celulares, y ahora vamos a centrarnos en la gestión de las proteínas oxidadas que son o eliminadas o reparadas por las proteínas de estrés, las HSP heat shock proteins. Donc les HSP sont induits par les stress de l'environnement, mais par les états physiopathologiques, aussi bien la fièvre, l'inflammation, les oncogènes, l'infection, et aussi dans les situations physiologiques, disons que les HSP sont naturels. Donc il faut en même temps les induire et les moduler. Entonces los diferentes estreses inductores de las HSP
Pueden ser los estreses del ambiente, los radicales libres, etcétera, los estados fisiopatológicos como la fiebre, la inflamación, los oncogenes, la infección o la isquemia, y también situaciones fisiológicas. Las HSP son naturales y son inducidas. Alors on peut moduler ces HSP, il faut savoir que certaines HSP activent les cellules dendritiques après un stress thermique, mais aussi activent les monocytes, les macrophages, toutes les cellules effectrices de la cytotoxicité comme les natural killers, et effectivement induit beaucoup de cellules tumorales dans le cycle. En fait, les HSP vont apprêter les cellules tumorales cancéreuses dans le cycle cellulaire pour que la chimio puisse ensuite en détruire le maximum. C'est-à-dire les cellules non réparées par cette protéine chaperone, les cellules qui sont déviantes vont être de toute façon détruites par la chimiothérapie et favoriser l'apoptose. Es decir, que las HSP pueden modularse y se activan después de un estrés térmico. En resumidas cuentas, las HSP van a preparar las células tumorales, las células no reparadas serán destruidas por la quimioterapia. On peut donner des modulateurs d'HSP avant une chimiothérapie, 2 jours avant. Il faut savoir que ces HSP ont une durée de vie de maximum 48 heures. Donc ça va faire rentrer des cellules dans le cycle, c'est-à-dire des cellules quiescentes ou des cellules qui ne sont pas soumises à une chimiosensibilité, ça les rend chimiosensibles puisqu'elles vont affluer avec beaucoup de HSP à leur surface. Entonces se pueden dar unas 2 días antes de la quimioterapia, ya que tiene una media de vida de 48 horas máximo, entran en las células y hace que las células entren en el ciclo, células que son quiescentes, y entonces las vuelven sensibles a la quimioterapia. Alors, je vais faire un petit chapitre sur la vitamine D. Vous avez les valeurs optimales santé en vitamine D. Je ne sais pas comment c'est en Espagne, mais en France, 80% de la population est carencée en vitamine D. Ce n'est pas par manque de soleil en ce moment, c'est vraiment globalement la vitamine D est absorbée par les acides biliaires secondaires au niveau intestinal, en tout cas au niveau alimentaire. Il y a la source, bien sûr, de soleil, par la mélanine, la promélanine et la provitamine A se transforment en vitamine D quand on a du soleil. Et sinon, il y a une source alimentaire importante et la vitamine D est réabsorbée au niveau de l'intestin terminal par les acides biliaires secondaires et stockée au niveau du foie. Or, comme il y a beaucoup de toxicité hépatique de beaucoup de médicaments ou de l'alimentation, c'est pour ça que les gens sont carencés en vitamine D. Entonces, la vitamina D está en carencia en el 80% de la población, ya que se absorbe por los ácidos biliares secundarios almacenados en el hígado, y estos, a causa de la toxicidad hepática de muchos medicamentos, no se encuentran en cantidades suficientes, sería una razón de la carencia. Se necesita la provitamina para, en presencia del sol, producir vitamina D, pero no es la falta de sol la principal causa responsable de la carencia. Alors les taux optimaux, c'est les valeurs optimales santé, c'est entre 30 et 40 nanogrammes ou 75-100 nanomoles par litre. Là, c'est une efficacité pas uniquement pour le calcium, parce qu'on dit vitamine D fixe le calcium. La vitamine D est une vitamine, c'est une hormone ubiquitaire qui favorise l'immunité et la différenciation cellulaire. Et vous allez voir dans les exemples suivants que quand on a une carence en vitamine D, on a plus d'incidence de cancer. Entonces la vitamina D tiene unos valores óptimos de salud, no solamente para el calcio, sino también como hormona ubicuitaria que favorece la diferenciación celular. Así, niveles más bajos de vitamina D favorecen la aparición del cáncer. Alors, par exemple, ça stimule la différenciation cellulaire, l'apoptose, inhibe la prolifération cellulaire, l'angiogénèse. Les études de Gorham en 2005, une méta-analyse de 18 études a montré qu'il y avait une diminution du risque relatif de cancer colorectal quand le statut en vitamine D était suffisant. D'autres études interventionnelles, par exemple l'étude japonaise ici en 2004, a montré que 25 microgrammes, soit 1000 unités par jour, alors qu'on recommande que 400 unités, diminue le risque de 50% de cancer colorectal et augmenter le risque de cancer de la prostate.
La vitamina D estimula la diferenciación celular y la apoptosis, inhibe la proliferación del cáncer y la angiogénesis. Hay un estudio en el que se muestra una reducción del riesgo relativo de cáncer colorectal si el estatus en vitamina D es suficiente. Otro estudio japonés muestra que una suplementación de 1000 unidades de vitamina D al día, unos 25 microgramos, hay que notar que la suplementación normal es de 400 unidades, reduce un 50% el riesgo de cáncer colorectal, pero aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Et une autre étude en 2007, une étude randomisée versus placebo, de supplémentation de 1100 unités, soit 27 microgrammes plus ou moins du calcium, 1400 mg par jour, diminuait le risque relatif de tout cancer de plus de 50% après 4 ans de suivi. Entonces, otro estudio randomizado contra placebo mostró que una suplementación de vitamina D de 1100 unidades, unos 27 microgramos al día con calcio a 1400 miligramos al día, reducía el riesgo relativo de cáncer de un 56% de cualquier cáncer en general en un seguimiento de 4 años.